124. Saint-Exupéry. Puis il remonta l'antenne et il s'étira un peu, bâilla et sourit. On arrivait. Vol de nuit, Antoine de Saint-Exupéry. Un SOS fut lancé à l'échelle départementale dans la presse quotidienne régionale. Une publicité à double tranchant. Un tranchant positif si le bélier pouvait se dénicher pour être sacrifié et contribuer au retour à la vie de Massy, un tranchant négatif si la police dénichait l'adresse de la voyante en train de tromper ses clients incrédules. Ses clients crédules, fragiles par ces tours tordus de sorcellerie et de pratiques occultes, voire cabalistiques, ou de magie noire maléfique. Quel tranchant allait triompher! Vivement que ce soit le troisième, celui de la médecine moderne, et voilà que l'on envisageait une opération commando, transférer le mourant vers l'hôpital militaire où l'on soigne les généraux, les ministres et le président de la République, les passe-droits. 125. Socal et Bricmont. Il est évidemment légitime de réfléchir philosophiquement au contenu des sciences. Impostures intellectuelles. Il y avait 2 semaines, ma grand-mère, ma seconde tante, ma voisine Chaba, Slimane, son mari, avaient rendu visite à Nora, la voyante d'en face. Elle avait prédit une surprise céleste pour moi. Effectivement, je recevais par la poste une guitare, cadeau de Cid, incroyable. Nora était visionnaire. Il paraît que des assistantes dévouées la secondaient, cachées partout dans le monde à l'identique des réseaux sociaux des années 2000. Nora parlait de Sibylle. Il me semble que Saint-Augustin en avait parlé dans sa Cité céleste ou quelques livres similaires. Une guitare qui pourrait me rapporter une belle somme, mais je ne la vendrai pas. 36. 126. Joyce. Tante Julia avait 2 ou 3 centimètres de plus que sa sœur. Dublinois James Joyce. Un cours de cuisine, loin du TP des sciences naturelles. Comme le laboratoire avait subi une panne d'électricité, le TP ne pouvait se faire correctement. Alors la prof sortit un livre de cuisine et nous dicta une recette. Il prit un petit volume sur l'étagère de la cuisine et de son regard glacé commença de consulter la table des matières, cabillaud, langoustes, farine, etc. 127. Serre. Il m'arrivait de partir la nuit dans les bois pour comprendre ce que signifiait être au monde. Jean-François Monde. Solitude, Jean-François Serre, Michel Serre. Quel bonheur! Une guitare! Je devrais absolument apprendre à en jouer, si je sollicitais Lounis, si je m'inscrivais au cours de solfège du collège. Merci, Cid. J'entendais encore nos rires, à lui, à moi, lors de nos bucoliques, de ce que nous appelions notre athlétisme de forêt. Je revoyais encore nos yeux pétillants et nos calembours se moquant des crapauds et des grenouilles que nous faisions exploser après leur avoir enfoncé dans la gueule 4 à 5 cigarettes jusqu'à étouffer puis exploser dans les décors en 1001 morceaux. 128. Zola. Quand l'oie fut sur la table, énorme, dorée, ruisselante du jus, on ne l'attaqua pas tout de suite. L'Assommoir, Émile Zola. Comme quoi il n'y a pas de hasard. La veille fâche vint me voir dans ma chambre, au perché, pour me lire La Fontaine, une poésie distribuée par la prof d'éducation civique.
et qu'il fallait apprendre par cœur. Fache avait appris la totalité de la chose fabuleuse, comprendre la dite fable. Une sorte de poésie versifiée et rimée, paraît-il. Moi, j'avais à peine mémorisé les 2 premières lignes. Et hop, de bon matin, je fus appelé sur l'estrade en face de la classe pour la réciter. Par chance, comme je fus rapide dans la récitation des 2 premières lignes, la prof me dit « Merci » sans me laisser aller plus loin. J'aurais calé à la 3e ligne. Je l'avoue, encore aujourd'hui, je m'en souviens tellement j'avais appris par cœur les 2 lignes suivantes. Qui craint d'aimer est un contresens, s'il ne soupire, onque, éveille ses sens. 129. Rostand. Et toi, sur cette broche interminable, le modeste poulet et la dinde superbe, alternez-les, mon fils, comme le vieux Malherbe alternait les grands vers avec les plus petits, et fait tourner au fer des strophes de rôti. Cyrano de Bergerac et de Montrostan. La leçon d'histoire m'apprenait que Paris était une vieille cité où depuis toujours ses habitants avaient peiné pour s'y installer, surtout les nomades, avant d'y planter leurs gîtes insalubres au début. Apparemment, rien n'avait été facile pour eux et pour ceux déversés par les récentes vagues dites migratoires, vague italienne, vague espagnole, vague algérienne, vague américaine, vague indienne, vague portugaise, vague brésilienne, vague allemande, vague sénégalaise, vague marocaine, etc. Mais le prof fit un écart et sortit du cadre de son cours pour nous dire « Ainsi est bâtie la vie, jamais simple. Rien n'est simple, même la richesse. » Puis il nous interrogeait. « Quel romancier avait émis cette réflexion sur la vie parisienne? Même la pauvreté n'est pas facile sous un beau clair de lune, bien que vous soyez réchauffé par le souffle d'un proche ronflant à votre gauche dans ce clair de lune. » 130. Wilde. À la fin, il se sentit faible et nauséeux, et, après avoir allumé quelques pastilles algériennes dans un brûle-parfum de cuivre ajouré, il baigna ses mains et son front d'un vinaigre frais aromatisé au musc. Le portrait de Dorian Gray, Oscar Wilde. Maintenant, à la suite du rêve de cette nuit, tu trembles dehors, en classe, partout. Mais grâce à ta méditation au quotidien revigorante, tu sais faire cohabiter les moments de silence avec les moments de bruit, l'euphorie et le désespoir, le clair et l'obscur. Tu sais chasser toute épaisseur noire. Tu cultives la lenteur, ta lanterne. Des frissons te saisissent à cette idée que tu saches toujours t'en sortir. Toi, à cette idée que tu sauras toujours t'en sortir. Toi, le petit collégien, nu, menu, fragile et minuscule, toi, l'adolescent en train de poser, comme ton camarade Cid, ta foi en 3 dieux, logé dans 3 cabanes, conflictuel. Essaye de pas trop tousser quand même, parce que alors là, si tu commences... Toi, l'adolescent en train de poser, comme ton camarade Cid, ta foi en 3 dieux logés dans 3 cabanes conflictuelles à l'échelle mondiale, mais que toi, tu as essayé d'apaiser, pour un vivre ensemble, en paix, sous le ciel de ton itinéraire de réalisation personnelle.
131. Féraoun. Vous écriviez des articles sur la Kabylie dans Alger républicain, qui était notre journal. Puis j'ai lu La Peste, et j'ai eu l'impression d'avoir compris votre livre, comme je n'en avais jamais compris d'autres. Lettre à ses amis, Mouloud Féraoun. Vzi m'appelait. J'étais en train de quitter la place Saint-Abraham, je fis demi-tour. Il me remit une feuille. Il me dit « Merci de créer une poésie basée sur ce brouillon. » Sur le champ, j'avais jeté un coup d'œil au corpus du chanteur. Quel champ sémantique avait couvert ces mots. Lisant. Lisons. Sommeil perdu en ligne de mire, lassitude et basta la vitesse, basta la marche, le souffle coupé, s'arrêter, s'asseoir, s'attabler, trouver la paix des corps, t'étendre, t'accouder sur un balcon, chercher le vide de l'esprit. 132. Pouchkine. Ainsi, le pauvre papillon qu'a pris un écolier cruel agite ses ailes brillantes. Ainsi, dans un sillon, le lièvre tremble, car il a vu de loin le chasseur caché dans les herbes. Eugène Onéguine, Alexandre Pouchkine. La collégienne de Saint-Augustin. Cette fois-ci, je l'avais invitée au cinéma pour le week-end à venir. Une projection d'un film pour adolescents était annoncée avec fracas sur les façades de Somme-Ruisseau. Elle avait immédiatement refusé. La raison ? Son emploi du temps prévoyait une boum avec ses copines. Moi, je ne l'avais pas cru, je ne perdais pas espoir, prêt à patienter jusqu'à la fin de l'année. En effet, lors des vacances d'été, elle serait plus libre, loin des entraves scolaires. D'ailleurs, en été, ses parents la laisseraient souffler, elle pourrait me rejoindre à tout moment. Ils lui pardonneraient son retard, mieux que des parents aimants, protecteurs et soucieux du bien-être de leurs enfants comprendraient. Des parents aimants, protecteurs et soucieux du bien-être de leurs enfants comprendraient qu'à 12 ou 13 ans, n'importe qui, s'il n'a pas un bébé à garder, ni un père ou bien une maman sévère, a le droit de se rendre n'importe où, à n'importe quel moment d'une belle journée d'été pour s'amuser, au cours des 3 mois des vacances estivales, afin de mieux être d'attaque en prévision de l'année scolaire suivante. Oui, ses parents comprendraient. Elle partagerait une séance de cinéma avec moi. Nous nous amuserions à deux quelque part en attendant la nuit. Je l'accompagnerais chez elle sous un clair de lune, une pluie d'étoiles. 133. Féraud. Face au mythe américain d'un pays, le leur, qui restaure la liberté là où elle a disparu, et à qui par essence l'idée d'impérialisme est étrangère, le mythe russe serait plutôt l'inverse, un empire qui assure la sécurité des peuples qui s'y réfugient et qu'il accueille. L'aveuglement marque Féraud. Entre 11h et midi, nous n'avions pas pu faire notre séance de sport, étant donné que le terrain était gorgé d'eau à la suite des pluies torrentielles de la veille. En outre, la salle des sports collectifs était occupée par la classe de 3e. Par voie de conséquence, nous avions été conviés à rejoindre la salle des projections. Le prof nous avait diffusé un documentaire, Les grandes figures des Jeux olympiques. Vers 11h30, le maître d'externat, Gene Mohan Tabarda, demandait 2 volontaires pour aider dans les cuisines. Je m'étais proposé, fâche aussi. Ça sentait le poulet rôti. De l'eau coula sous ma langue. Aider dans les cuisines. Cela consisterait à en quoi ? En quoi ? Éplucher les carottes, les pommes de terre, plumer une dizaine de volailles ? Quel poulet ou quelle caille ? Gibier de ferme, élevé dans le jardin botanique de notre collège de légende.
gibier fermier, élevé dans le jardin botanique de notre collège de légende, le chef cuisinier, salade et saveurs, nous invitait à goûter à sa sauce au sherry, consistante, sirupeuse. Maintenant, salade et saveurs nous proposait de la mélanger avec du riz. Vite, les yeux se régalant, un contraste s'offrait à Fâche et à moi. Un contraste, devant cette pâleur de ce riz aux 3 parfums cuits à l'étuvée. Fâche et moi, pour rigoler, disions riz cuit à l'étouffée, comme s'il s'agissait d'un canard ou d'une noix à gaver. 134. Voltaire. Si le duc de Savoie consulta peu les lois des nations et celles de la nature, c'est une question de morale, laquelle se mêle peu de la conduite des souverains. Le siècle de Louis XIV, François-Marie Arouet, Voltaire. Vzy était venu à la maison vers midi. Ma seconde tante lui avait offert un café et 2 beignets sucrés chauds. Le soir, je découvrais une lettre de lui sur l'étagère de la cheminée. Je courus dans ma chambre, je m'allongeai sur le lit avant de décacheter l'enveloppe du chanteur. Ces mots balaient les attributs relatifs à la mémoire. Je te propose de les utiliser, écrire une poésie de 8 lignes. La mémoire, ce tout, à la fois inconscient et conscient, c'est enregistrer pour mieux transmettre, perpétuer, prolonger, dire le passé au présent. Une sorte de courroie de transmission entre l'histoire des civilisations, des familles, etc. 135. Joyce. Tante Kate avait plus de vivacité. Dublinois, James Joyce. Encore cette soirée, Fâche était venu me rendre visite dans ma chambre au perché. J'étais en train de suivre le hit-parade radiophonique entre 18h et 19h. Par la suite, la radio était entrée en communication avec un dojo de judo indirect pour la première journée du championnat des nations. Fâche arrivait à la fin de la cérémonie. Elle s'était assise sur le bord du lit. Le premier combat de judo opposait Sid contre un judoka mexicain. Mon camarade avait perdu au point. Par un tendre baiser sur le front, Fâche sut me consoler devant les perles coulant sur mes joues. Ensuite, elle me lut une nouvelle fable. Celle-ci débutait par cet exergue. On fit renvoyer la chichiteuse et la dame se rendit molle, belle, sexy, irreligieuse. Un cinéaste lui offrit un rôle. 136. Mérimée. Colomba lui tourna le dos et revint à pas lents vers la maison en chantant quelques mots incompréhensibles d'une ballata. Il me faut la main qui a tiré l'œil, qui a visé le cœur, qui a pensé. Colomba, Prosper, Mérimée. Ce matin, à la sortie de Talichte, je tombais sur une vieille mamie. Elle faisait, dans un seau hygiénique, dans la cour de la maison, entourée d'un chat, de 3 poules et d'un lapin. Je m'étais arrêtée et lui dis « À votre santé !» Et sans la moindre gêne, elle avait tiré la langue et continua de soulager son estomac. 137. Hélène Baird. Et il y a celle qui est écrite pour Jean, pour moi et pour lui. Journal, Hélène Baird. Vzy m'appelait. J'étais en train de quitter la place Saint-Abraham, je fis demi-tour, il me remit une feuille et me dit « Merci de créer une poésie basée sur les mots que je viens de brouillonner, lisons la liste du poète. »
forêt la traversait, bruit, lait. J'écoutais l'atmosphère m'imprégnais, indéfini, attente, dans, m'approprier, cherchais, monde, beauté, là. 138, Camus. À Bellecour, on a vu des mariages se conclure ainsi et des vies entières s'engager sur un échange de bonbons à la menthe. Et ceci dépeint bien le peuple enfant de ce pays. L'été à Alger, Albert Camus. En arrivant devant les 3 cabanes religieuses, la nuit était descendue sur mon territoire. Soudain, ces 3 sœurs semblaient me supplier de leur donner une nouvelle vie. Le lendemain, j'avais allumé 3 bougies fraternelles devant chaque édifice. 139. Frédro. Si j'avais du temps à perdre, je te l'estourbirais. Pour danser la sarabande, je leur paierais un violonneux qui jouera jusqu'à leur crever le tympan. L'empoignade ou Zemsta. Alexander Frédro. Après avoir fini la lecture de la Dame de pique et du joueur, donc, j'avais entamé Vie des 12 Césars de Suétone, du temps de saint Augustin, ce me semble. Cette nuit, j'avais entamé le chapitre consacré à Caligula. 140. Beaumarchais. Un homme au pied de la comtesse. Ah, je suis sans armes. Le mariage de Figaro, Beaumarchais. Cette nuit, après Caligula, j'avais découvert la vie de Néron, toujours dans les Vies des 12 Césars de Suétone. Dans ce livre au format poche, la 4e de couverture, présentée par des mots cruels, m'avait fait froid dans le dos. D'un autre point de vue, cette cruauté aiguisa ma curiosité. Je devais découvrir d'autres mondes, moi, le collégien ignorant les alcôves des empereurs romains. Dans sa retraite de Caprée, il imagina même d'installer un local garni de bancs pour des obscénités secrètes. Là, des troupes de jeunes filles et de jeunes débauchés rassemblés de toutes parts, etc. 141. Musset. Tu me voyais de ta fenêtre, et tu ne venais pas, méchante fille. Donne-moi vite cette main-là, et ces joues-là, que je t'embrasse. Les caprices de Marianne, Alfred de Musset. En cours d'histoire, le prof nous avait parlé d'une civilisation africaine, nord-africaine, les Berbères, mes ancêtres. À la fin de la séance, nous avions été conviés à une projection vidéo, un documentaire sur les Berbères. À la fin de la séance vidéo, le prof nous avait distribué un texte que toute la classe devait apprendre par cœur. Apprendre par cœur, texte frais de nos jours encore dans ma mémoire. Connus dès le temps des pharaons égyptiens, les Berbères ont occupé un immense territoire, de la Méditerranée au sud du Niger, de l'Atlantique au voisinage du Nil. Dans un second extrait, nous devions apprendre ce qui suit. Les millénaires ont passé et malgré les vicissitudes d'une histoire mouvementée, des groupes de populations berbères subsistent de nos jours dans une douzaine de pays africains, coupés les uns des autres, mais fidèles à leur culture, à leur langue et à leurs traditions. 142. Kessel.
Et puis, c'était le silence nocturne, auguste. Et puis, reprenaient les bruits du fleuve, les bruits des berges, les souffles, les murmures, les halètements innombrables et secrets. Le paradis du Kilimandjaro, Joseph Kessel. Bichou venait d'inaugurer une chronique sur l'histoire. Ce matin, il invitait un paléontologue, Yves Coppens. D'entrée de jeu, le chercheur donnait la définition de son métier. Un paléontologue étudie les fossiles. Coup de froid dans mon dos, j'apprenais que l'humain préhistorique est un fossile. La spécialité qu'il étudie s'appelle la paléontologie. Mais on parle parfois de paléobiologie, comme on parle de paléontologie végétale, voire animale, voire encore humaine, etc. 143. Camus. À la même époque, pourtant, les caroubiers mettent une odeur d'amour sur toute l'Algérie. L'été à Alger, Albert Camus. Au collège de Massy, la directrice invitait ses classes à plus de solidarité. Elle demanda des poésies pour encourager le camarade plongé dans le coma et que l'on espérait revoir vivant bientôt. À chaque élève, parmi 40 de la classe, la vieille dame de l'éducation nationale, loin d'être rêche ou abattue, offrit une carte postale à chaque élève et dit « Demain, je veux une poésie de bonne santé à l'attention de votre camarade. On les lira toutes à haute voix pour lui transmettre nos ondes positives qui le guériront par télépathie ou par une sorte de transmigration des âmes. En parallèle, nous cultiverons des fleurs pour le rendre à la vie, élaguer les buissons obscurs du jardin botanique pour plus de lumière quand Massy sera de retour parmi nous et bien portant. Oui, il s'en sortira. Nulle séquelle ne subsistera. Il est à la fleur de l'âge. Les fleurs chassent la mort. Elles détournent le mauvais sort. Plutôt, elles attirent la vie. Elles favorisent l'espoir. 144. Saramago. Naturellement, quand il grimpait à la cime d'un frêne de 20 mètres de haut, ses jeunes yeux étaient capables d'apprécier les grands espaces. Menu souvenir, José Saramago. J'avais voyagé à bord de la moto de l'oncle de Sid, mon casque sur la tête. À l'approche du square des Atalanes, 1 kilomètre avant Sommeruisseau, un chat nous avait coupé, vlan, la trajectoire. Heureusement, Robert Digue, l'oncle de Sid, avait, 100 mètres avant ce square, modéré son rythme. Cette lenteur lui conféra beaucoup de simplicité pour freiner doucement. Une fois la moto arrêtée, avec plus de peur au ventre que de mal, Digue me dit « As-tu eu la peur de ta vie ? Ce chat sauvage a failli tuer l'oncle et le camarade du neveu. » J'avais eu très peur. Ce square était réputé pour sa dangerosité, tellement garni de plantations de losanges de fleurs, de petits profonds bassins, de statuettes et d'une fontaine que la faune convoitait à l'image de ce chat assoiffé, en quête sans doute d'un bassin en libre service pour se désaltérer, un bassin où la dite source naturelle. 145. Miller. Adieu au roman, à l'équilibre, à la santé. Bonjour les anges.
Crazy Cock, Henry Miller. La fille du Laos ne nous voyait plus comme des animaux de zoo, et réciproquement. Au bout de quelques semaines, nous communiquions en étant branchés sur la même fréquence. De son côté, elle devait comprendre les garçons, comprendre vite, s'adapter, retrouver dans notre collège les garçons, les filles, le surveillant, les profs, tels qu'elle les avait connus dans d'autres écoles, collèges et contrées. 160. Hélène Baird. Je reviens de chez la concierge de Paul Valéry. Journal Hélène Baird. Nous étions au début du 3e trimestre et la fille du Laos devenait de plus en plus belle. Il me fallait la séduire. En tout cas, j'avais peu de temps à ma disposition. Jusqu'à la fin de l'année, je n'avais que 6 jours par semaine. Fâche pourrait-elle jouer l'entremetteuse, et si jamais elle allait être jalouse? 6e partie. La jeunesse gagnera. 147. Molière. Mais raisonnons. Valère a fait pour vous des pas. L'aimez-vous, je vous prie, ou ne l'aimez-vous pas? Le Tartuffe, Molière. Eh bien, voilà que le collège nous donnait quartier libre pour toute l'après-midi. Me voilà à la maison à 14h pile, et la fille du Laos avait pris le quart du ramassage scolaire avec Fâche et moi. Elle disait oui à l'invitation de Fâche. Ma seconde tante était absente. À 15h, Fâche et la fille du Laos avaient sonné au portail de notre maison. Puis Fâche, dans la cour, proposait de préparer un gâteau. La fille du Laos, ravie de cette proposition, dit savoir une recette de gâteau à base de cacao. Elle fouilla dans son profond sac, les yeux pétillants, elle en sortit un magazine culinaire. En page 51, elle nous plantait le décor. Cet avant-goût fit saliver nos bouches. Sur la couche crémeuse, versez ou saupoudrez du cacao, lequel doit se répandre à travers un tamis pour bien couvrir l'entière surface du futur gâteau géant, gourmand, gargantuesque. 148. Green. Il lui sembla que sa poitrine éclatait. Incapable de contenir le cœur affolé qui frappait ses parois et le souffle pareil à une flamme qui l'emplissait et le dévorait. Léviathan, Julien Green. Ce matin, nous avions observé une minute de silence à la mémoire des victimes du séisme du 10 octobre. Ce tremblement de terre avait touché tout le pourtour méditerranéen. À la fin de ce recueillement, le surveillant général avait convoqué la fille du Laos et nous dit « La famille de votre camarade fait partie des rescapés, heureux de ce déplacement des plaques tectoniques en colère. Je lui laisserai la parole, elle nous lira une sorte de prière. » Notre camarade, cette citoyenne du monde, prit la parole et dit « Monsieur le surveillant carcéral, il me semble que l'on dit tremblement de terre et non pas tectoniques en colère, à moins que vous vouliez élargir le champ sémantique des catastrophes naturelles cosmopolites. » Puis elle avait lu le poème. Un séisme a tremblé, mon enfance s'est transformée, ma terre a pleuré et pleuré, nos poules ont disparu, ma peluche a brûlé, mon chat a miaulé sous les décombres nus. Adieu notre magazine culinaire.
149 Camus. À Bellecour, comme à Bab el-Oued, on se marie jeune. L'été à Alger, Albert Camus. En même temps, tandis que des brouillards montaient de la plaine et des rivières, des oiseaux leur faisaient écho, les traversaient. Ils dessinaient toutes les baies de l'univers, si j'ose dire, et tenter une métaphore cosmique. Le ciel recevait les cendres monotones des brouillards moutonneux. Ces derniers ressemblaient à des haillons en train d'être noyés dans les marais alentours. La saison dite mélancolique, le morne, livide automne s'installait. Les brouillards montaient pour former une sorte de plafond silencieux, une limite aux cieux divins. Des mouettes les traversaient, heureuses de survoler les grands espaces. Tu admires tout ça? Tu souris à la vie? Tu mesures ton bonheur de vivre, toi aussi, libre comme un Indien crêté de plumes multicolores? Jusqu'à quand durera ta noble liberté aérienne? Jusqu'à la dernière année de collège? Jusqu'à la terminale? 150. Lewis Carroll. Soudain, elle se trouva face à une petite table à 3 pieds en verre massif. Il n'y avait rien dessus, sauf une minuscule clé en or. Les aventures d'Alice au pays des merveilles, Lewis Carroll. Quelle chance vous avez d'être scolarisé dans ce collège, tellement bien organisé, et vous ne profitez pas de sa riche bibliothèque? Le surveillant carcéral nous fit une leçon de morale, vu les mauvais résultats de notre classe. Ce qui l'humiliait encore plus, nous étions mauvais dans toutes les matières. Il poursuivit sa morale. De grands savants des prix Nobel de littérature auraient payé tout l'or du monde pour inscrire leurs enfants ici. Nous avions été sommés de recopier un paragraphe d'un auteur américain 100 fois. Ceci. J'étais très intimidée quand j'entrai pour la première fois dans la librairie et n'avais même pas assez d'argent sur moi pour m'inscrire à la bibliothèque de près. 151. Saramago. Un nid abandonné, la larme de résine coulant sur le tronc d'un pêcher, la rivière, un givre, un cours d'eau pollué, malodorant. Menu souvenir, José Saramago. À mon retour de collège, j'avais poursuivi un crapaud dans sa grotte du sanglier bleu. Je voulais le faire exploser. Il suffirait de lui donner à fumer 5 cigarettes, que je lui enfoncerais dans sa fente buccale. J'hésite à parler de bouche, parlant d'un batracien. À peine avais-je fait une dizaine de pas, un cri aigu fit écho au bruissement de mon imperméable en nylon, faisant cric-crac à chaque pas, mien, dans la grotte. Effrayé, j'avais rebroussé chemin, sans demander mon reste, si l'on veut. Le crapaud aurait la vie longue, saine et sauve cette fois-ci. Et m'étaient venues des images d'un magazine archéologique, celles des galeries de Toscane, de Naples, lors de la Seconde Guerre mondiale. Il paraît que des prisonniers avaient été fusillés, tués sèchement dans le dédale de ces galeries, ces cercueils à ciel souterrain fermé. C'est clair, j'appartenais à une race sanguinaire, cette humanité immature,
plus tard, un roman longtemps interdit résumerait cet état d'immaturité de l'humain. Ce roman n'est autre que Ferdi Durk a dit, ou bien un titre approchant, ou bien plongeons dans les bêtises enfantines. 152, Joyce. Il y aurait de la neige sur les branches des arbres, et elle formerait une calotte éblouissante sur le monument de Wellington. Dublinois, James Joyce. Le caractère égyptien de cette maçonnerie, bien que le soleil rayonnât, bien que le gazouillis des oiseaux égayât ton cœur, ce caractère, dis-je, t'avait paru pesant. Cependant, l'azur allégea cette pesanteur. Ce poids antique partait, grâce à cet azur, en train de jeter des rayons bleus. Ces rayons se fondaient avec le vert doux du gazon. Ce même gazon était en train de se défricher sous tes pas. Ceux des touristes toujours euphoriques de visiter ces vestiges romains anciens riches de 7 siècles d'histoire. 153. Fitzgerald. Nous ne parvenions à nous organiser qu'en rentrant à Long Island, et même là, pas toujours. Ma ville perdue. Francis Scott Fitzgerald. La classe de Massy lui avait composé de jolies et courtes poésies avec l'aide de la directrice et des professeurs de français, d'arabe, d'anglais et de berbère kabyle. Le jardin botanique vit une jolie parcelle fleurir à la place de l'ancienne laissée en jachère depuis quelques années déjà. Des roses, des géraniums et des narcisses, voire des coquelicots, s'offraient à la vue des passants ravis de laisser les bonnes senteurs des passants. S'offraient à la vue des passants ravis de laisser les bonnes senteurs pénétrer leurs narines, effacer du coup l'odeur malodorante du poulailler voisin. Ouf, on respirait mieux. Le prof d'algèbre, en binôme avec le prof de dessin, put graver en quelque sorte le prénom de Massy sur le square d'entrée du collège sous forme d'une mosaïque composée des lettres du prénom à base de fleurs poussant... de fleurs poussant de la terre. Un travail d'orfèvrerie. Émouvante juxtaposition de fleurs, de lettres fleuries qu'il fallait arroser chaque matin, chaque soir, car la canicule revenait en force ces derniers temps. 154. Coppens. L'astronomie, la géologie, la paléontologie, la préhistoire sont au moins en partie des disciplines historiques. Texte, l'homme préhistorique en morceaux, Yves Coppens. Tu n'avais pas une multitude de choix quand tu quittais les week-ends tes sentiers battus. Du coup, tu te promenais en véritable fou sans folie. Tu avais toujours été sage. Ton choix se limitait à la rivière bordée de végétation inextricable, sa protection naturelle, le manteau de ses berges, soit des oliveraies et les chaumes endurcis de blé depuis longtemps déjà moissonnés, soit encore à la dense forêt de chênes, de frênes et de peupliers en aval du grand fleuve. Le grand fleuve.
Il coulait après le point de confluence avec le lac Sage ou à 5 kilomètres du collège, une nappe d'eau que le Créateur de l'univers avait laissée en train de pourrir ici-bas. Pourquoi avait-il oublié de l'emporter au paradis, chez lui? 155. Quand? Au XIVe siècle, le grand historien Ibn Khaldoun explique qu'une branche des Berbères, les Brahanès, descend de Mazig. Les Berbères, Gabriel Camp. Tu regardes le mendiant abonné devant la Banque nationale. Il est là de 9 heures du matin à 18 heures. Tes contemporains passent devant lui. En général, ils ne lui prêtent nulle attention. Parfois, une âme généreuse lui jette une pièce, un billet. Immédiatement, son visage s'illumine d'une joie solaire. 156. Suétone. Caligula vécut 29 ans et fut empereur pendant 3 ans, 10 mois et 8 jours. Vie des 12 Césars, Suétone. Le sosie du poète t'avait encouragé. Chaque jour, tu inventais 2 poésies. La première, sur ton chemin du retour. La seconde, avant de t'endormir, comme celle-ci. Une vieille berceuse emplit mon oreille gauche et descend dans ma poche. Berceuse que depuis toujours les femmes du désert fredonnaient de nuit comme de jour à leur nouveau-né. Une fois logée dans mon cerveau, c'est un aveu. Elle a submergé ma mémoire, il faut me croire. 157. Saramago. Je mets un morceau de pain et une poignée d'olives et de figues séchées dans ma besace. Je prends un bâton au cas où je devrais me défendre d'une mauvaise rencontre avec un chien et je pars dans les champs. Menu souvenir, José Saramago. Pour le week-end, je devais participer à une rencontre de football avec mes camarades de classe. Nous jouerions contre l'équipe de Somme-Ruisseau. J'avais donné rendez-vous à Lazoz, au square des Anacères. Sans peine, nous étions tombés d'accord pour nous retrouver à cet endroit. Exactement où? Sur un banc de la fontaine des Rossignols, à quelques mètres de la maison de la fille du Laos. Ce lieu désenclavé, entouré de jardins potagers et d'orangers, représentait une sorte de point astral. Un fouillis de ruelles et de chemins le rejoignait. 158. Hélène Baird. Après le déjeuner, le soleil brillait. Il n'y avait pas de menace de giboulée. Journal. Hélène Baird. J'avais attendu Lazoz pendant 50 minutes, il devait arriver à 10 heures. Moi, je m'étais pointée devant notre point de ralliement dès 9h10, mais rester sur le banc d'une fontaine, même publique, risquait de m'attirer des ennuis. Les frères, les pères, les maris et les fiancés des filles venaient en ce lieu. Des filles qui venaient en ce lieu pouvaient me demander des comptes. En définitive, personne ne m'avait inquiété. Les villageois et les villageoises avaient montré une certaine retenue à mon égard. Cette pudeur devait découler de l'austérité des mœurs imposées plus que par la nécessité. Les villageois et les villageoises avaient montré une certaine retenue à mon égard. Cette pudeur devait découler de l'austérité des mœurs imposées, plus par la nécessité que par le souci d'être poli, hospitalier, envers un étranger, draguant de bon matin leur jeune fille.
Ce jour 158 de ma seconde année de collège connut la fin des examens. Encore 2 semaines et les vacances estivales me tendaient leurs 3 longs mois. Au collège, la tension de la semaine des compositions retombait. Les profs devinrent moins exigeants. Les cours se passaient dans une ambiance bon enfant. Les récréations duraient plus longtemps que d'habitude. Le surveillant général nous avait autorisé à jeter nos blouses, notre uniforme. Jeans, t-shirts, chemises à manches courtes et mini-jupes pour les filles enjolivaient nos frêles silhouettes. Cette tenue d'été apportait des couleurs de joie opposables au règlement intérieur. Des binômes se formaient. Ils s'asseyaient sous l'ombre des mimosas ou se réfugiaient entre midi et 14 heures sur le gazon attenant au vaste bel atelier industriel. Les jeunes loups, les jeunes louves, ces tourtereaux sortis fraîchement de la trêve hivernale, échangeaient des mots romantiques. Le personnel pédagogique ou d'entretien de notre unité de vie scolaire observait attendri et subjugué de voir naître des stories love. Indulgent, il desserrait l'étau sur les règles militaires appliquées sans faute lors des premiers et seconds trimestres. Oui, ces gestes intimes auraient coûté une punition. Celle-ci aurait consisté en une présence le week-end dès 8 heures pour les travaux dits d'intérêt général. 7e partie. Vue de carte postale. 159. Proust. Et ne sachant pas au juste s'il se faisait présenter ou représenter, il se hâta de me parler de sa tante. Le temps retrouvé, Marcel Proust. Micha, la fille du Laos, avait une grande sœur. Je l'avais récemment croisée à la sortie des classes. Elle ne se ressemblait pas. Un vrai mystère de la génétique et du croisement des espèces. Je les avais suivis dans l'espoir que ma camarade me la présente. Ce fut chose faite à l'entrée du drugstore des Sommes-Ruisseaux. Ma camarade me vit. Immédiatement, je crus lire un éclair de joie illuminer le cristallin de ses yeux marrons, et Micha dit à sa sœur « C'est mon camarade de classe. »« Je m'appelle Fanny, de New York. »« Tu es chanceuse. Je suis la sœur de ta camarade. Même père et mère, 2 mères différentes. Je ressemble plutôt à Jean-Charles qu'à Micha, ta camarade. Votre père serait-il polygame? Il faudra lui poser la question quand il viendra chercher Micha devant le portail au fer forgé de votre pittoresque collège. » Puis les 2 sœurs me quittèrent. De mon côté, je les avais suivies des yeux. Elles empruntaient l'escalier du drugstore nouvellement inauguré. Cet immeuble produisait de l'énergie, plus qu'il n'en consommait. Une vraie révolution écologique pour la région. Je quittais le Green Drugstore. Sur mon chemin, je croisais l'Azoz. Par sa grande taille, il dominait Fâche, tel un héron dans une mare de batraciens, crapauds, têtards, grenouilles, etc. 160. Troya. Encore une fille. Elle avait souhaité un garçon. Grand-mère et tante Madeleine avaient en temps voulu confectionné la layette. View. Henri Troya. Le cours de cuisine pédagogique avait mêlé recettes de lapin et mythologie grecque. Le livre de référence nous avait décrit Achille en pleurs. Il sortait d'une tente, un tablier sain autour de sa taille, svelte, athlétique, puis Achille, d'après le livre de la recette du jour, dépeça le lapin, d'une main habile chirurgicale, il le trancha en 8 parts égales.
vaillant et partageur Achille. 161. Vaillant et partageur Achille. 161. Isabelle Eberhardt. Bientôt les premiers rayons de soleil glissèrent sur les tuiles fauves des toits, sur le minaret et les murs blancs de la ville. Amour nomade, Isabelle Eberhardt. Sur ta lancée, tu ne t'arrêtais plus d'écrire des textes que Lounis qualifiait de drôles. Sans ponctuation, on aurait dit une langue de sorcier. Un soleil matinal altier rafraîchir mes trois passions, et j'avais triomphé de la tyrannie de l'amour, ma première passion. Ce soleil avait irrigué de conscience l'arbre de mes connaissances, grâce au savoir, ma seconde passion. Ce soleil a fait fondre les glaciers pour laisser passer le navire d'acier et faire naître en moi soudain une troisième passion, où le goût pour le voyage par avion et par train, en première ou seconde classe, on s'en fout. 162. Georges Bernanos. Mais je m'étais écarté du chemin, je trébuchais dans l'herbe épaisse, trempée de pluie qui s'enfonçait sous mes semelles. Journal d'un curé de campagne, Georges Bernanos. Désormais, tu n'es plus finalement le maître du cours de géographie et de grammaire, celui pour qui les capitales ne sont pas un mystère, et tu n'as pas de prise sur ta concurrente. Cette élève brillante cartonne dans toutes les matières. Étant donné que ses parents, professeurs au Centre culturel des Nations Unies, lui prodiguent un fort soutien scolaire, le constat est amer. Tu ne peux pas la rattraper. 163. Homère. Il m'a même montré tout le tas des richesses que ramenait Ulysse, et du bronze et de l'or et du fer travaillé, de quoi bien vivre à deux pendant 10 âges d'hommes. Odyssée, Homère. Diantre! On frôla la rupture chez les parents de Fâche. Oui, le père avait craqué, ainsi que la mère. Tous les deux, à suivre leur fille, implorèrent la Providence de mettre fin à cette impasse, et ils se disputèrent en se renvoyant à la figure des noms d'oiseaux. Ce n'était pas, à proprement parler, la violence qui désormais régnait chez eux, mais la solidarité qui soudait le couple depuis ce coma avait disparu. Jusque-là, le mari et la femme échangeaient des amabilités et des encouragements pour faire face dignement dans l'union au coma de leur fils aîné, unique, en souffrance. Une hostilité maintenant les opposait. Fâche en souffrait, mais vite un calme, quoique relatif, finit par les réconcilier grâce à une action de médiation menée par les oncles de Fâche, ses tantes, ses grands-parents, les voisins, les voisines, tout le village, si vous aimez mieux. 164. Fournier. Ma tante allumait au-dessus de nos têtes la lampe de porcelaine qui éclairait faiblement le magasin. Le Grand Maulne, Alain Fournier. Le texte de la séance associait Paris et le Michigan. Quand mon tour arriva, je lus ce paragraphe. Peut-être loin de Paris, pourrais-je écrire sur Paris comme je pouvais écrire à Paris sur le Michigan. À peine la lecture finie, je posais cette question au prof. C'est quoi la différence entre Paris et le Michigan? Mal m'avait pris de jouer le curieux. Je lui ai recopié 100 fois pour le lendemain ces 2 phrases troublantes. Paris est une fête, le Michigan un seau hygiénique.
165. Pau. Et il prit avec précaution l'extrême bout de la corde et, maintenant l'insecte aussi loin de sa personne que les circonstances le permettaient, il se mit en devoir de grimper à l'arbre. Le scarabée d'or, Edgar Allan Poe. La sœur de Micha, ma camarade du Laos, Fanny. Edgar Allan Poe. La sœur de Micha, ma camarade du Laos, Fanny, la fille américaine. Je n'oublierai pas son visage rond, ses yeux pétillants, son déhanché affolant, j'avais 11 ans. Désormais, ma libido se réveillait comme un volcan en sommeil depuis le début de l'univers, et me hanterait son buste, parfaitement dessiné par la nature, ses seins en mandarine, mignons à croquer, délicieux. 166. Buck. Apprenez des étrangers ce qu'ils ont de bon, et laissez de côté ce qui ne convient pas. Vent d'Est, vent d'Ouest. Pearl Buck. Toute la planète avait été émue. Le drame se déroulait dans une zone envahie par les chars soviétiques ou américains. Les médias n'étaient pas sûrs de la marque réelle des blindés, tellement les mastodontes à la tête de cette guerre froide savaient tromper l'opinion publique. Peu importe. Toujours est-il qu'une fillette était tombée dans le coma. Au même moment, le père venait de mourir au cours d'une embuscade. Ses conducteurs de chars avaient jugé nécessaire, humain, de sauver la fille et de solder sans état d'âme la vie du père. Se cachant derrière le bel argument, la fille était innocente, le géniteur un rebelle. Et les auditeurs de Bichou s'étaient réjouis de voir la fillette sauvée. Concernant la liquidation du père, le ministère des médias avait dit non à Bichou. Il ne devait pas en parler. 167. Chateaubriand. Mon père, l'aigle, vous avez l'esprit d'un renard et la prudente lenteur d'une tortue. Atala, François-René de Chateaubriand. Au cours d'éducation civique, le prof avait abordé le sujet de l'amour. Une euphorie s'était emparée de la classe. Il nous fallait pratiquer le baiser adolescent. Plus tard, j'apprendrai qu'il s'appelle baiser à la française. Mais la prof avait vite raccourci la séance des travaux pratiques romantiques. La raison ? Certaines filles avaient trouvé fétide bactériologique la laine de leur partenaire. À la prof de vérifier. Immédiatement, elle s'adressa à la classe. Ça sent le tabac à priser. La semaine d'après, elle nous distribua du dentifrice et des brosses à dents. Filles et garçons, devions nous brosser les gencives et les dents afin de présenter une fraîche haleine de menthe au cours du baiser français. 168. Mérimée. À Cordoue, vers le coucher du soleil, il y a quantité d'oisifs sur le quai qui borde la rive droite du Guadalquivir, du Guadalquivir. Carmen, Prosper Mérimée. C'était bizarre d'étaler nos ardeurs sexuelles devant la classe et de les braquer sous les feux de la rampe. J'étais donc naïf de supposer jusque-là que le fait d'aimer était un sentiment privé à cacher jalousement comme secret des alcôves familiales, honteuses souvent. Plus tard, j'apprendrai dans un magazine des crimes fort passionnels. Le mari, la femme, l'amant, que, bien que aimer soit du domaine de la sphère privée, l'amour, selon Cide, demeure le sujet de première inspiration littéraire, théâtrale, poétique, cinématographique. Correction de l'examen de langue. Le prof a bien énuméré sur ma copie la liste des homonymes que j'avais oubliés. Note 13,75 sur 20. 169. Hugo. Le soir, après le dîner, elle faisait assez habituellement de la tapisserie dans le salon, ou quelque ouvrage de couvent, et Jean Valjean lisait à côté d'elle. Les Misérables, Victor Hugo.
Dernière semaine de la seconde année et dernière poésie. Chevelure pâle, en deuil qui ploie sous tes chagrins et leur écrasant poids, laisse tes cheveux au vent et cours prendre un bain au coruscant soleil levant. Tes soucis s'en iront soudain, accepte mon parfum, cesse de broyer tes sanglots, laisse échapper tes tresses en flots. Le chagrin va rebrousser son chemin sale, l'espérance chassera les astres pâles. 170 Pérec. Les monstres sont entrés dans ta vie, les rats, tes semblables, tes frères. Un homme qui dort, Georges Perec. La grotte du sanglier bleu, sombre, convenait également aux amoureux honteux, pour quelques raisons respectables, de se montrer en public sous les feux de la rampe. Lors de ma dernière visite, Fâche m'avait accompagnée. Bien curieuse et le regard incisif, elle avait découvert une porte en tôle ondulée. Et là vint la surprise. Nous avions eu accès à d'innombrables cours et jardins enfilés dans un conte des 1001 nuits. Le lendemain, nous avions fait part de tout ça à la prof d'éducation civique. Le but était de nous exercer au baiser français dans les bancs, sur les bancs de ces alcôves et jardins nouvellement découverts par Fâche et moi, un site archéologique à rénover. 171 Bar-Javel. Une image nouvelle du président. Je prolongeais le plus tard possible mon dîner. Une image nouvelle du président surgit à la voûte horizontale, longue comme la rue, couchée au-dessus de la foule, et par là. La nuit des temps, Bar-Javel. Dernière semaine de la seconde année. Après quelques mois parmi nous, la fille du Laos, Micha, n'était plus choquée devant certaines situations propres à notre mode de vie local. Tout ce qui la faisait rire ou la froissait ou encore la contrariait au départ, tout désormais lui paraissait naturel, logique, normal. Nous n'étions plus des animaux sauvages. Ces animaux sauvages, elle n'était plus la curiosité exotique d'un parc zoologique pédagogique. Nos deux cultures, bâties sur des sédiments variés, se ressemblaient, s'enrichissaient et se complétaient. Elles nous rapprochaient plus qu'elles nous éloignaient. Un solide pont s'établissait entre Micha et notre classe. 172. Roi. Ah, voici un bon vent pour ma flotte d'Alger. Monsieur Dupéret était moins pressé. Le gros temps risquait de disperser la flotte et de briser sa carrière. Les chevaux du soleil, Jules Roy. Dernière semaine de la seconde année, Fâche, à la sortie de notre collège, voulait me voir l'accompagner jusqu'au lycée. Elle avait rendez-vous avec Mac, son cousin, le fils de sa tante Fétouma. En cours de route, exactement à la sortie de Somme-Ruisseau, nous avions croisé le flot des enfants des petites classes, cours élémentaires et moyens, bientôt les élèves du lycée mixte, costauds plus turbulents, particulièrement les garçons, un timide duvet au menton. Ils parlaient fort bruyamment, transformés par une libido en éveil. Cette puberté leur tournait la tête. Finirait-elle par les aveugler devant le noble des sentiments? Un soir, après mon travail, après mon trajet, 5 timbres de cide m'attendaient à la maison. Un bonheur. 173. Aurevilly. Les marbres sont nus et la nudité est chaste. C'est même la bravoure de la chasteté. Les diaboliques Barbet d'Aurevilly. C'était l'anniversaire de Massy. Les parents de Fâche apportèrent un gâteau gigantesque au personnel médical. Le transfert vers l'hôpital militaire n'avait pas eu lieu, car à peine l'idée eut-elle été évoquée
un miracle se produisit, comme si la bonne étoile du malade refusait de s'éteindre. L'heure de la guérison sonna. Massy recouvra la parole. Le fait d'avoir désiré une belle part de gâteau aurait-il activé les hormones de l'espoir, qui à leur tour auraient réveillé la partie jusque-là apathique du cerveau, la partie responsable de la parole ou de la bouche bée, la bouche muette? Le cerveau humain n'a pas encore dit tous ces derniers mystères. La médecine a du pain sur la planche. 174. Saramago. Sur la table de nuit, la nuit de la jeune fille aux lunettes teintées, on voyait le petit flacon de collyre. L'aveuglement, José Saramago. Dernière semaine de la seconde année, dernière poésie de mon cru. Insolent, désormais, vers toi je serai. Cette nuit, j'allais finir ma lecture de chevet à la bonne heure. Il s'agissait de la vie de Tibère, un empereur romain, livre de Suétone, le rival de Tacite. Fin de la 2e année de collège, admis en 3e année avec une moyenne honorable. Comme la première année, j'avais suivi les conseils de mes tantes, je révisais au jour le jour. J'avais réussi à combattre la procrastination. Je vengeais, si j'ose dire, Monsieur Proust. Au sommet du second volcan, en ce dernier jour de collège, j'avais ouvert le dernier cadeau de Cide, un tome de À la recherche du temps perdu, à la bonne page, puis à plein poumon, en faisant l'avion avec un pied et un bras en l'air, je lus le constat de Marcel devant son inaptitude à réaliser certains projets dans les temps. Lisons sous le beau coucher de soleil, en cette douce soirée kabyle, en ce 30 mai 1983. Peut-être cette habitude, vieille de tant d'années, de l'ajournement perpétuel, de ce que M. de Charlus flétrissait sous le nom de procrastination, était-elle devenue si générale en moi qu'elle s'emparait aussi de mes soupçons jaloux, et, tout en me faisant prendre mentalement note que je ne manquerais pas un jour d'avoir une explication avec Albertine. En tout cas, je n'en parlerai pas ce soir à mon ami, pour ne pas risquer de lui paraître jaloux et de la fâcher. Ma seconde année au collège Imoulane se finissait. Toute l'année et pendant les 2 prochaines années, un rêve me poursuivrait. Je devrais convaincre Lounis, le poète et chanteur international. Je voulais être son parolier pour séduire la nouvelle génération. Pendant 4 ans, un bouillon de culture défilerait sous ma jeune plume. Je diversifierais mes poésies à haïkus pour louer des amandiers luisants, des chandeliers, la splendeur de la pleine lune, des paillettes nacrées, des palmiers en fleurs. Je diversifierais mes poésies à haïkus pour dire mon admiration de l'étranger, l'examen de 6e, Cide ressuscité, un printemps d'Italie, une collection de timbres, la seconde tente des tourterelles, des faucons cresserelles, les ors du soleil couchant, les forces telluriques, un silence plat et sans fêlure, un son feutré, ma flûte à 3 trous, un paradis de pierre. Je diversifierai mes poésies et haïkus pour louer la beauté de la race humaine, des joies simples, des passions torrentueuses, un col de dentelle, des jupes en corolle,
la matinale radio, une moustiquaire estivale. Maude, endormie, sans peur, quand son amoureux lui tient la main. Une Algérie heureuse. 175. Pharaon. Nous ne maigrirons pas, mais nous pâlirons si le paludisme s'en mêle. Lettre à ses amis Loudoud. Mouloud Pharaon. Ma seconde année de collège s'achevait avec succès et joie et bonne humeur. Un tas de souvenirs dans ma jeune mémoire, un collège bien organisé, des profs compétents, un surveillant général ferme, inflexible, un vrai meneur d'équipe. En toute courtoisie, il savait rappeler à l'ordre ses élèves et le personnel de notre collège. Je logerai une séquence indélébile dans ma jeune mémoire datant de cette seconde année de collège. Il s'agit des séances de dessin industriel et des travaux pratiques d'atelier. Ça criait de partout, ça volait les casse-croûtes des uns, ça cachait les cartables des autres, ça énervait le chargé d'atelier, l'honorable monsieur Baudes. En vrai comédien, il gesticulait, fronçait les sourcils et tirait la langue. Cette mimique nous faisait tordre d'un rire interminable. Nous, ses élèves moqueurs, l'emploi du temps divisait la classe en deux. En parallèle des travaux pratiques, le second groupe approfondissait l'anatomie des mammifères chez madame Flora Fleury. Elle héritait de ce surnom de sa chère mère Flora, mais personne ne savait d'où venait Fleury. Les TP duraient 2 heures. L'atelier accueillait le premier groupe de 10 heures à midi, tandis que le laboratoire de biologie déroulait le tapis rouge au TP des sciences naturelles. Notons que ce chargé d'atelier tenait constamment entre ses mains une règle en bois. Gare à ses gestes déplacés. Ce jour-là, nous, ses élèves, ne travaillions pas sur les établis. Du coup, nous entourions un tableau. C'était le premier mois de l'année, donc nous n'avions pas encore entamé notre projet. Celui-là consisterait en 2 phases. Dans la première, nous réaliserions une gâche de serrure de porte. Dans la phase 2, nous allions produire un perforateur de feuilles. Le prof, M. Baudes, entamait la leçon théorique. Il détaillait les façons de représenter une pièce en dessin industriel. Quelques sauts de lit. Éblouis par une pluie d'informations, nous, ces jeunes élèves, n'assimilions pas très bien, dès la première revue du cours, la subtilité de représentation de ces vues. La leçon avançait, le prof la synchronisait par des gestes tantôt vifs, brusques, tantôt lents, mous. Sa règle en bois marquait ses gestes, elle survolait les arêtes des vues dessinées sur le tableau. Je me rappellerai pour la vie ce tableau peint en vert, placé devant une scie électrique, derrière une perceuse où il était positionné à gauche de l'armoire où l'on rangeait les blouses bleues de travail et le savon en poudre. Les blouses bleues, nous les élèves, nous nous considérions comme de vrais ouvriers d'usine. À la fin de la séance, sur nos machines, le prof nous distribuait du savon en poudre. Nous nous débarrassions de la rouille du métal, soit limée à la lime sur les étaux d'établi, soit passée à la perceuse, soit encore limée sur les taux limeurs électriques. La leçon avançait, nous, ces élèves un peu excités, avions effleuré le tableau pour nous tenir en laisse, si l'on veut,
Le professeur avait dessiné un demi-cercle, tracé par terre à la main, à la craie, saut de quelques lignes. L'élève ne se laissait pas déstabiliser. Il maintenait sa réponse. Le prof, satisfait, posait sa grosse main d'ancien pugiliste sur la tête de son élève qu'il félicitait. « Où est la vue de gauche ?» On la lui désignait. L'astuce résidait dans un subtil abus de langage. La vue de gauche se représente à droite de la vue de face. À monsieur sévère de répéter « vue de gauche ». Son but était de nous inciter à lui montrer la vue dessinée à gauche de la vue de face, à savoir la vue de droite. Que le lecteur ne soit pas confus. Recadrons. Au centre, la vue de face. À sa gauche, la vue de droite. Je dis bien la vue de droite. À sa droite, la vue de gauche. Je dis bien la vue de gauche. Le bon sens est bafoué, n'est-ce pas? Mais il s'agit des conventions adoptées par les braves ouvriers du dessin technique. Quelquefois très énervés, ils bavaient, ils galapissaient bien rageusement pour nous induire en erreur. Tantôt l'astuce faisait mouche quand on lui montrait la vue de droite au lieu de la vue de gauche. Tantôt il faisait face à un élève sûr de sa science. Dans le second cas, il promettait 2 points de plus au prochain devoir. Dans le premier cas, l'élève devait recopier le cours 10 fois et pour le lendemain. Mais la classe finissait par éclater de rire. Le professeur aussi savait renouer avec sa jovialité. Notons quand même qu'il pouvait changer de ton avec une facilité déconcertante. Au fond, sa générosité ne se démentait pas. Elle ne prenait jamais une ride. Le cours continuait. De temps en temps, un élève obtenait la permission de boire au lavabo à portée de vue. Après s'être présenté au tableau, l'élève y courait pour effacer de ses mains les taches blanches de la craie. Ce mardi, la classe, emportée par des plaisanteries enfantines, se trouva d'heureux-chef tout près du tableau. Devant le dépassement du demi-cercle à la craie blanche, M. Bauds devait rétablir l'ordre. L'ordre réagir très vite. Avec sa règle levée très haut, il essaya de nous faire reprendre nos places initiales. Nerveusement, son coup de règle atteignit une cible. Celle-ci posait la main sur sa tête, après avoir ressenti sûrement une douleur fort intense, saut de quelques lignes. Reprise. Il nous conseillait à chaque examen. Il nous coachait, si j'ose dire. Dites-moi tout, ne soyez pas avare dans la citation de vos connaissances, sur la copie, lors des contrôles continus. Relisez vos réponses 15 minutes avant leur remise définitive à l'examinateur. Je compte sur vous pour m'écouter. 176. Saramago. Ses yeux étaient guéris, mais elle ne le savait pas. L'aveuglement, José Saramago. Le collège m'ouvrait ses portes studieuses et familiales. Sid avait émigré. Notre athlétisme de forêt battrait de l'aile. Il me manquerait affreusement. Au cours des séances de notre athlétisme de forêt, des cimes des arbres, nues ou verdoyantes ou jaunies par l'automne en fonction des saisons, des cimes, dis-je, se mamelonnaient devant nous. Cette fraîcheur de l'aube en éveil nous délaçait. La nature kabyle nous gratifiait d'un air frais à respirer, avec extase et bonheur à plein poumon. Cet air frais semblait exhaler chaque matin des senteurs uniques, comme si cet air sortait d'une jonchée de roses ou de fleurs d'oranger. Des fleurs que plus tard la canicule ferait périr de soif. Nous profitions, 6 des mois, de ces odeurs, émanant de fleurs promises à la mort.
ces fleurs éphémères cultivées dans notre monde imaginaire d'une Algérie heureuse, d'une Kabylie resplendissante. Combien durerait cette joie nationale, transmise par nos institutrices et nos instituteurs de Tazeka, notre école fière, de promettre des générations de futurs cadres, fiers de servir la patrie, soucieux de l'intérêt général. Mondial 177. 40 ans plus tard, je perdrai soudain le contact avec Sid Tom. La raison? Avec Sid Tom. La raison? Il refusait d'appartenir à la communauté Internet des forums virtuels, téléphonie mobile, envoi de mails instantanés à chaud, à titre réfléchi, à froid. Moi j'étais accroché comme drogué aux nouveaux outils digitaux collaboratifs. Le dernier signe de vie de mon camarade avait pour visage une lettre postale. À l'intérieur de celle-ci, il avait inséré 100 timbres. Chaque timbre représentait un auteur de la République des lettres sans frontières ni visa. Quelques semaines plus tard, j'apprendrai sa mort, en compagnie de Ludmila et de leur bébé, par l'entremise de sa cousine, active sur les réseaux sociaux, ou bien réseaux asociaux, et je cite Sid Tom. Tous les trois morts dans un accident banal de la route, à Paris fauché par un cycliste dans un premier temps, puis un taxi, avait fini la sale tragédie dans un choc effrayant. Ça ressemblait aux images rapportées à la télévision à la suite d'une voiture piégée, un attentat, un camion de la mort, un kidnapping, un génocide, un bombardement de populations civiles. Ça ravivait le souvenir de la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, souvenir des révolutions anticoloniales, d'autres conflits anciens, modernes. Citons les sacrifices de la folie maya, les exactions de certains empereurs romains, comme Caligula, les boucheries de Napoléon en train de sacrifier la jeunesse européenne comme une vraie chair fraîche à canon, le télégramme de paix falsifié en signal de guerre par Bismarck pour attaquer la France, toutes ces laides salissures, non sans oublier le nouvel homme fort de la Maison-Blanche, en train de bomber son torse, les menaces du maître du Kremlin, les essais nucléaires du militaire à la tête de la Corée du Nord, sans oublier les innombrables agissements de certains fous qui nous promettent des lendemains sombres. Mark Twain a bien vu quand il exhorte le bon Dieu à faire régner sa justice. Voici des multitudes de créatures, et elles ne font que tuer, 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 criminelles toutes. Vivement que mon pronostic pessimiste soit démenti par un homme, une femme sage, adepte des solutions diplomatiques, à contre-courant du langage des armes et des crimes d'État perpétrés, sans impunité par certaines nations que feu Sid Tom désigné par le terrible mot franglais « crazy, puissance nucléaire ». Je rajouterais force criminelle, adepte de la loi de la jungle, sans vision stratégique à long terme afin de propager la paix en osmose. Sans vision stratégique à long terme, qui propagerait la paix en osmose avec les valeurs du siècle des Lumières. Tom, Ludmila et leur bébé. Une famille fauchée par un livreur moderne d'une start-up pressée de faire fortune par l'exploitation sans nulle éthique d'une misère au chômage, forcé de pratiquer ce métier partiel pour manger sa baguette de pain de plus en plus fuyante, un livreur de nourriture et d'autres objets utiles ou pas.
livreur de croissants, de sandwichs, de plats cuisinés, chauds ou froids, de journaux gratuits, de fleurs, de toutes sortes de marchandises à consommer à distance, car le temps presse. Livreur de denrées en général, livré pour mourir en fin de parcours, soit dans le petit coin, soit dans la benne des sales, encombrants déchets domestiques. Où mènera cette frénésie à commander son croissant, sa baguette de pain par voie cycliste en mettant de jeunes ou moins jeunes misérables livreurs, garçons et filles en danger ainsi que les piétons? Tom en était une victime innocente. Feu Tom, que cette société de consommation horripilait, d'où son refus d'adopter les smartphones et les réseaux sociaux qu'il qualifiait d'armes de destruction des esprits, cause majeure de la ruine financière des ménages, sans oublier la manipulation de la jeunesse et le trucage récent de nombreuses élections. En hommage à mon camarade tragiquement disparu à cause d'un livreur en train de consulter sa commande à travers son application mobile, j'ai accompagné justement ce présent témoignage d'un florilège composé d'exergues tirés de livres écrits par des plumes particulières. Il s'agit de certains auteurs représentés dans la collection de timbres, collection imprimée à la louange des plumes de la République des belles-lettres. Un clin d'œil aussi à nos séances d'athlétisme de forêt, d'autrefois entre Tom et moi, du temps de notre école de Tazeka. Maintenant, Tom est-il mort? Ne serait-ce pas une fake news? Et si peut-être sa femme était originaire de Kiev ou de sa banlieue? La petite famille aurait pu vivre là-bas, mener une vie familiale paisible, non? Et là, du jour au lendemain, un fou, le maître du Kremlin, a promis l'enfer à l'Ukraine et à son peuple, sous le regard lâche, voire complaisant de la planète. Lâcheté, complaisance, indifférence, parce que l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Italie refusent de couper leur gaz venant de Russie, de peur de mourir de froid, un gaz qui rapporte presque 1 milliard de dollars à l'effort de guerre russe. Vous avez dit solidarité européenne, mon œil. Et des villes sont en train d'être décimées, et 3 millions de personnes ont quitté leur terre natale, et plus de 10 millions de personnes se sont déplacées, et des hôpitaux ont été détruits, et le maître du Kremlin menace de faire appel à ses armes chimiques, voire nucléaires. Kiev et Odessa résistent. Jusqu'à quand? Si Tom, Ludmila et leur bébé font-ils partie des victimes de cette folie poutinienne? Car les missiles, les chars et les bombes ne font nulle distinction entre les populations civiles et les militaires. Voilà un domaine où l'intelligence artificielle doit faire des progrès. Distinguer un enfant d'un soldat armé jusqu'aux dents. 178. Grenier. Bien plus, il suffit que le livre soit écrit et ce morceau du passé qui nous avait hanté si longtemps s'efface de notre mémoire, on n'y pense plus jamais. Le palais des livres, Roger Grenier. Oui, si Tom pouvait mourir en Ukraine avec Ludmila et leur bébé et sa belle famille, comme il aurait pu mourir chez nous au cours de la décennie noire, cette salissure fratricide, cette époque qui mit dans les avions et les radeaux de l'exil et de l'exode toute une jeunesse en quête de paix, d'emploi et de tendresse. Ce matin, Bichou, l'animateur adoré de la matinale radio de ma classe de 6e, Bichou, encore en activité à 74 ans, mais sur sa propre chaîne web, et nous sommes le 1er mai 2022, oui, dis-je, il rend hommage à l'œuvre d'Homère, et il va, à mon avis, un peu loin, en énumérant les causes qui poussent Homo sapiens à quitter sa terre natale et les siens, fuir justement
les siens et leur pression. La pression paternelle, la pression maternelle. Fuir le mimétisme, fuir le respect de la doxa locale des us et coutumes d'un autre âge, chercher plus de liberté, plus de tendresse, puisque nos proches censés nous couver nous poussent dehors parce que, disent nos parents, nos géniteurs, si vous préférez, ou nos tuteurs, loin d'être bienveillants et responsables parce que nous sommes des bras cassés, bons à rien, et que le lait, le pain, il faut les gagner. Le bon dicton kabyle, celui des sages, ne se moque-t-il pas des paresseux? Aglid a yabaxis simi, que je traduirais comme ceci: même si la figue fraîche est mûre, elle ne tombera pas dans ton palais, sous ta langue qui bave, si tu ne fais pas l'effort de la cueillir. État d'esprit à rapprocher du proverbe « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Un matin, tu enroules dans la valise le burnous de ton grand-père en laine de mouton, tu y jettes quelques totems, un dictionnaire, quelques romans, un usuel de grammaire, tu souris, l'œil charbonneux, vers ta bonne étoile qui brille d'une lumière pâle, mais ça brille. Tu es admis dans une caserne pour 2 ans de service national, ou dans un internat d'un centre de formation professionnelle, d'un lycée général, d'une fac de psychologie ou de philosophie. En fin d'internat ou de service militaire, un bateau clandestin te repêche. Toi, le seul rescapé chanceux, de l'autre côté de ton pays maudit ou pillé, sur les côtes italiennes, grecques ou de la mer Morte, et tu es vivant. Tes compagnons, eux, ont été avalés par le ventre de l'Atlantique ou de la Méditerranée, malchanceux, sacrifiés à cause d'une mondialisation qui n'a pas encore avoué ses desseins assassins et criminels. Tu es une épave miraculeuse. L'écume des vagues t'a escorté bon an mal an pour te rejeter vivant sur des contrées où les habitants montrent des humeurs et des lunes loin de correspondre à tes humeurs et tes lunes. Tu t'en apercevras, après 20 ans d'esclavage parmi eux, ces rives du sud de l'Italie ou de la Grèce ou de la France ou de la Turquie ou près d'Odessa, peu importe. Des âmes solidaires te recueillent, car pour elles, une vie humaine est sacrée. Et là, tu es arrivé à Paris où tu travailles depuis 20 ans au bon service de l'économie capitaliste. Bichou ne parlerait-il pas de son propre cas? Il a fui notre patrie depuis plus de 20 ans à la suite de sa survie à un attentat à la voiture piégée au quartier de Bologhine. Oui, le courant mystique lui reprochait sa liberté de ton quand il traitait de la religion. Surtout, il lui en voulait à mort de recommander à la jeunesse la lecture du bouquin posthume de Mark Twain. En Amérique, en Algérie et partout, certains courants extrémistes tentent de museler les esprits éclairés sous couvert d'une orthodoxie dépassée à l'ère de la domotique, du télétravail et de la conquête de Mars. En réalité, ces courants de mèche avec les pouvoirs en place, pouvoirs non élus par le suffrage universel, tentent de diviser les peuples pour que nulle démocratie ne naisse. Surtout, ils se partagent le morceau de la rente pétrolière et gazière pour leurs propres besoins et leurs familles. Quant au peuple, ignoré des élus et des dieux, il doit s'attacher à une stricte pratique religieuse, aveugle, en espérant quelque bonheur dans un paradis posthume, un paradis artificiel.
Parce que sur terre, le paradis c'est interdit, c'est impie, c'est pour les paresseux et les alliés du diable, nous dira-t-on. Pour eux, sur terre, il faut travailler, donner des enfants qui vont travailler, fournir la main-d'œuvre utile à la machine industrielle. Le paradis, les vacances, les plaisirs, petits ou grands, ce sera pour plus tard, après la mort. Zoom avant, zoom arrière. Retour justement 40 ans en arrière, où tu te préparais à passer en classe supérieure. En parallèle, 6 Tom vivait en France. Tu rêvais de le rejoindre un jour, avec ou sans papier. Après tout, tu pourrais épouser l'une de ses sœurs légalement, ou dans un coup tordu, un mariage blanc. L'essentiel, c'était d'émigrer. Chercher fortune ailleurs, voyager, quitter le parti unique, la pensée unique, la même marque de jus d'orange, de cahier à carreaux, à réglure Seyès, de café, de sucre, d'huile, de tournesol, de cartable en cuir, de sandalettes en nylon qui font l'été sous 30 degrés, quitter la chaîne télé unique, le président unique élu à vie. Zoom arrière, zoom avant. Et 40 ans plus tard, tu découvrirais que les caciques du parti unique ne disaient pas que des fariboles. Ils disaient des vérités bien réelles sur la misère de la jeunesse occidentale, versée dans la consommation de masse, les drogues, une certaine déchéance morale, oui. Tu te rendrais compte que l'herbe n'était pas aussi verte ailleurs, comme tu le crus, en tes jeunes années avec la tête dans les étoiles, et le cœur tourmenté d'illusions.